Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous faire l'honneur de votre présence, d'avoir accepté l'invitation du MEDEF. On va parler liberté et surtout de la magnifique manière dont vous l'incarnez les uns et les autres dans vos combats. Anne-Cécile Sarfati, il va se passer beaucoup de choses sur cette scène. On est ravis que vous nous teniez la main pour ça. On est ravis aussi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, partout dans le monde, tous les jours, des femmes luttent pour leur liberté, pour l'égalité, pour scolariser leurs filles, pour être libres d'aller et venir, de disposer librement de leur corps, pour avoir le droit de travailler, pour défendre leur intégrité physique contre les violences. Le combat des femmes est encore une longue marche et l'actualité internationale nous le démontre tous les jours, encore plus depuis la reprise de l'Afghanistan par les talibans, qui risquent d'instaurer à nouveau une dictature anti-femme. Nous allons voir quel est le rôle des États, de la justice internationale, des ONG et des entreprises, bien sûr, pour lutter contre ces fléaux, avec nos intervenants formidables que je vous présente brièvement et je vous présenterai plus précisément quand ils prendront la parole. Shekeba Hashemi, présidente et fondatrice de l'association Afghanistan Libre. Rachel Khan, vous êtes juriste, scénariste, actrice et auteur de plusieurs livres. Maxime Ruzniewski, vous êtes producteur, vous êtes féministe, vous êtes fondateur de Remixed. Et Audrey Tcherkov, vous êtes directrice générale du Women's Forum. Je ne sais pas si pour les caméras, il ne fallait pas que vous soyez intervertis tous les deux là. Il me semble que si. On va vérifier. Non, c'est ça. C'est pas grave? Ok, excusez-moi, vous savez que je suis un peu obéissante. Pour une femme. Alors, l'actualité m'impose de commencer avec vous, Shekeba Hashemi. Vous êtes donc présidente et fondatrice de l'association Afghanistan Libre. Nous avons la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que depuis les événements à Kaboul et dans le reste de l'Afghanistan, vous êtes accaparée jour et nuit. Donc merci infiniment, merci beaucoup. Quand on vous a invité, Shekeba, il y a quelques semaines à participer à ce débat, on savait bien sûr qu'il était programmé, que le retrait des troupes américaines était programmé au 31 août. Est-ce que vous imaginiez déjà à l'époque, quand on vous a invité, que les talibans allaient prendre le pouvoir en Afghanistan, et ce, si rapidement? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là parce que comme ça, on a tous les décideurs de la France ici, donc je pense que c'est important de faire passer le message. J'ai refusé toutes les interventions dernièrement parce que j'ai une équipe sur place qui se bat pour être dans les avions rapatriés, toutes ces femmes, et donc je ne voulais pas être dans les médias, les télés. Et aujourd'hui, il faut quand même faire passer le message parce que dans 2 jours, tout est fini, on ne rapatrie plus. Pour répondre à votre question, tout est allé tellement vite que je pense que nous, les Afghans, on ne comprend rien parce qu'on subit, mais la communauté internationale non plus. Les Américains avaient leur agenda, certainement, et tout est parti d'une vitesse grand V. En ce qui me concerne, moi, le 11 août, j'étais encore par Skype avec les étudiantes afghanes au fin fond de la province de Parman, avec Digital Media. Et on était en train de voir comment lancer les cours de coding l'année d'après, etc. Ça, c'était le 11 août. Et le 15 août, ils sont arrivés dans Kaboul et toutes ces femmes en direct me faisaient partager, me font toujours partager, nous font partager avec toute l'équipe d'Afghanistan Libre l'horreur qu'elles vivent parce que tout ça, elles ont connu. Et nous aussi, ici, de ce côté de la planète, on savait, on a connu. Et donc, non, bien évidemment qu'on ne savait pas 3 jours avant que ça allait partir aussi vite. Les Américains le savaient, et ce qui me rend très triste, et être là aujourd'hui ici, parce que je suis afghane, mais je suis aussi française et fervente européenne, de savoir qu'en fait, l'Europe, on est si peu de choses face à une crise comme ça, et que c'est seulement les Américains qui décident qui évacue et comment, et que nous, on est complètement perdus, et on n'arrive même pas, que ce soit la France et les autres pays européens, on n'arrive même pas à s'entraider sur le terrain. J'aimerais que vous nous disiez en quelques mots quels risques font peser les talibans sur les droits et les libertés des femmes afghanes. Alors Anne-Cécile, c'est pas à vous que je vais apprendre ça parce que j'ai pas envie qu'on pleure toutes les deux, mais rappelez-vous, il y a 20 ans, on était ensemble avec le journal Elle, on a fait la couverture des femmes afghanes, c'était il y a 20 ans seulement.
Et à l'époque, c'était Valérie Toragnan, Marie-Françoise de Colombani et vous et toute l'équipe de mes amis de elle. On s'est dit, on ne va pas laisser ce qui se passe en Afghanistan. Pendant que les Bouddhas sont détruits, il y a aussi les femmes qui sont détruites. Et aujourd'hui, on est exactement au même moment, 20 ans après, avec la même liste des interdits, avec encore plus de terreur parce que ce sont des talibans, pas seulement en Afghanistan. Nous avons aujourd'hui en Afghanistan l'État islamique, le Daesh, l'Al-Qaïda. Toutes ces mouvances sont en Afghanistan, donc vous imaginez ce que ça veut dire pour les femmes. Et cette fois-ci avec la clé qu'on leur donne, puisqu'on a enrobé tout ça depuis des mois avec le mot négociation de paix. Donc on leur a donné la clé, donc ça veut dire que dans ce pays, les hommes et les femmes ne comprennent pas, surtout les femmes. Moi, la première, je ne comprends pas. Quand je refuse ces derniers temps d'intervenir, et vous le savez très bien, c'est juste que parce que j'ai l'impression que, reprenez ce que j'ai dit en 2001 et en 2000, vous ressortez, c'est exactement la même chose. Mais il y a eu 20 ans entre les deux. Mais pendant ces 20 ans, moi, j'ai cru, moi, chez Keba, française aussi, à côté de ces Afghanes, j'ai cru. On a fait des codeuses, on a fait des digital médias, on a éduqué les filles, on a donné accès à la santé, on a réduit plein de chiffres que vous allez nous dire. Mais on va parler de ça, parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur les talibans qui ont un nouveau discours marketing ils se présentent comme des nouveaux talibans, des talibans 2.0, ils envoient des messages à l'Occident, comme quoi ils vont respecter les femmes, ils disent qu'ils ont changé, qu'elles pourront être libres, enfin bon, ils précisent quand même qu'elles pourront travailler dans le cadre de la charia, donc déjà bon, mais en tout cas, ils affichent un discours de modernité, de changement. Vous y croyez pas du tout ? J'y crois pas du tout parce que malheureusement, on va voir tout ça. Voilà, vous allez être présent par les écrans s'ils laissent encore les journalistes dans quelques jours. Bien sûr qu'on n'y croit pas. Comment voulez-vous est-ce que des gens, j'ai été aussi touchée par des gens qui étaient pendant tous les événements de Charlie. Est-ce que vous leur dites, vous présentez comme ça les terroristes en disant ils vont changer parce qu'on a fait un peu de communication sur eux et c'est pas les mêmes? Ça m'étonnerait que ça nous parle. Et les talibans Al-Qaïda, c'est exactement la même chose. Simplement, ils se sont enrichis, ils ont plus de hargne contre les mécréants, c'est-à-dire tous ceux qui ont travaillé avec les ONG, c'est-à-dire le premier employeur de l'Afghanistan ces 20 dernières années, je vous le rappelle, c'était les ONG, comme les nôtres ou les plus grosses. Donc ça veut dire que plus de la moitié de la population est mécréante. Ils le disent, et je vous rappelle aussi juste que pendant les jours... Parce que moi, je suis une femme très concrète. Vous savez, je ne suis pas là pour donner les chiffres, je vous rapporte le quotidien. Le jour où il y avait les négociations à Doha de paix entre les Américains et les talibans, c'est ce jour-là qu'il y a eu l'attentat le plus terrible dans la maternité de Kaboul, où ils sont venus jusqu'à tuer les bébés encore attachés au cordon ombilical. Et ça, c'était il y a quelques mois seulement. Et depuis, il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu d'opération kamikaze à l'encontre des femmes et des enfants. Et les Nations Unies nous placent depuis plusieurs mois, même si en ce moment ils sont silencieux, comme le pays où il fait le moins bon vivre en termes de victimes au quotidien, femmes et enfants. Donc tout ça, on le connaît, tout ça, on le sait. Alors est-ce que ça nous arrange, nous aussi, quand je dis nous, là, c'est l'Occident, est-ce que ça nous arrange cette fois-ci de fermer les yeux et de croire en cette communication qui a été si bien faite ? Alors justement, bien sûr que tout ce que vous dites, on le voit dans les médias tous les jours, les signaux très alarmants de Kaboul arrivent, vous le savez, on le voit partout dans les journaux, dans la presse, encore un peu. Et vous le confirmez de tous les échos que vous avez de Kaboul et d'ailleurs en Afghanistan, parce que vous n'étiez pas qu'à Kaboul, bien sûr. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui pour justifier ce retrait, c'est qu'au fond, depuis le départ des talibans en 2001, le sort des femmes n'était finalement pas plus enviable qu'à l'époque. Et ça, je crois que vous avez envie de démentir cette affirmation. Moi, je pense qu'il faut juste rappeler l'histoire. En avril 2001, est venu au Parlement européen un monsieur qui s'appelait commandant Massoud, qui était celui qui dirigeait seulement les 120 km d'une vallée qui s'appelle la vallée du Panjshir. Le reste était entre les mains des talibans. Il est venu au Parlement européen, on l'a emmené, on l'a forcé de quitter le pays pour venir dénoncer. Il a été reçu par une femme formidable qui était Nicole Fontaine, présidente du Parlement européen, pas par les présidents ici parce que ils l'ont bien regretté. Et sa phrase, texto, qui est en train d'être sortie dans tous les médias, c'était le 5 avril 2001 à Strasbourg. Vous, les pays occidentaux, l'Europe,
les États-Unis venaient nous aider parce que nous faisons le bouclier humain contre le terrorisme international, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays se passera demain dans vos grandes villes. C'était avril, quelques mois avant le 6 septembre 2001. Merci. Pour ce qui concerne la place des femmes dans la société afghane, les choses ont beaucoup évolué depuis 20 ans, malgré ce qu'on entend à droite et à gauche. D'ailleurs, des observateurs qui connaissent bien l'Afghanistan parlent même d'un changement à 180 degrés, j'ai lu ça. Vrai. Il y a des taux de fécondité qui se sont améliorés. Parlez-nous un peu des femmes en 20 ans, ce qu'elles ont gagné en Afghanistan, en fait, même si la situation, bien sûr, n'était pas parfaite. Ce qui est terrible, c'est qu'en 20 ans, il y a eu les fenêtres d'espoir, il y a eu un élan vers l'ouverture. On est venu en Afghanistan suite aux événements du 11 septembre, l'assassinat de Massoud 2 jours plus tôt, mais on a promis à l'Afghanistan. Et ce qui me rend malade, moi, aujourd'hui, et que j'ai plus envie d'en parler même et de participer à des événements médiatiques, parce que j'étais là, c'est pas la génération de ma mère, j'ai vécu tout ça, c'est l'histoire contemporaine. En 2001-2002, j'étais la première femme diplomate du gouvernement libre d'Afghanistan. Donc j'ai participé à tous les forums, toutes les conférences internationales où on a promis la reconstruction à ce pays. Mais vous avez quand même quitté ce poste parce que vous dénonciez déjà la corruption très rapidement. Oui, quelques années plus tard, j'étais la première aussi à avoir démissionné. C'est vrai, parce qu'il faut être cohérente et centrée sur soi-même. Voilà. Et c'est vrai que... Mais il y a eu pendant ces 20 ans... toute une fenêtre d'espoir. Il y a eu des femmes éduquées, il y a eu plus de 10 millions de petites filles qui sont allées à l'école. Ne serait-ce que nous, Afghanistan Libre, nous avons déjà ça fait déjà 7 ans que nous avons des bachelières dans toutes nos écoles et qui sont aujourd'hui des sages-femmes, des profs revenus dans le même village. Nous avons les classes digitales, il y a plus de 3000 filles qui sont des codeuses aujourd'hui dans des villages où il n'y a même pas d'électricité grâce aux panneaux solaires. Et tout ça existe. Et une jeune fille présente ici qui travaille chez Afghanistan Libre, j'ai que des jeunes filles parce que voilà, nous avons une petite ONG, pas les moyens d'embaucher des seniors, et qui sont formidables, qui ne dorment pas jour et nuit depuis 8 jours avec moi pour essayer de rapatrier un maximum de femmes. Elles ont le même âge, elles disent, on est de la même génération de toutes celles qu'on voit par Skype tous les jours à Kaboul, Panjshir, Parman. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ces filles qui ont 20 ans aujourd'hui en Afghanistan avaient 5 ans quand les talibans ont été mis dehors. Elles ont 25 ans, elles ont un métier, elles ont appris les langues, elles sont éduquées. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et tout ça, on le regarde. Et il y en a qui ont encore mais où est la décence de dire que finalement, c'est pas mal, les talibans, parce que, etc. Donc, l'histoire, cette fois-ci, est tellement contemporaine qu'on ne peut même pas dire comme la Deuxième Guerre mondiale, comme d'autres crises, on n'était pas là, donc c'est à travers les livres. Là, on l'a vécu, on le vit et on est ici. Et on a tous notre responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité de Française parce que c'est sous l'égide de la France que j'ai une ONG française qui prône la démocratie à la française, l'éducation en Afghanistan. Aujourd'hui, on a plus de 300 000 femmes qui ont été éduquées, on a plus de 3 000 filles, Louise, dis-moi si c'est pas ça, qui sont fichées, qu'on les connaît, elles ont été des jeunes filles qui faisaient des sites web il y a encore 3 jours, il y a encore 5 jours. Qu'est-ce qu'on leur dit, la France? On leur dit quoi? On est venu, on vous a aidé pour être éduqués, pour transmettre les valeurs de la démocratie et l'ouverture, et aujourd'hui, vous devenez quoi? Du coup, on prône aujourd'hui le fait que finalement, ils ne sont pas si mal que ça, c'est les talibans. Moi, je pense que c'est plus que de l'hypocrisie, là, du coup. Aujourd'hui, vous avez le fils du commandant Massoud qui supplie la France de ne pas abandonner les combattants de la liberté face aux talibans, comme son père en son temps. Mais il n'a pas les mêmes moyens politiques ni militaires qu'avait son père. Et vous avez une grande partie des décideurs occidentaux aujourd'hui, pas tous, heureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas. Mais pas tous. Des gens comme Hubert Védrine, qui, ici même hier, l'ancien ministre donc, des Affaires étrangères, pointe les limites de l'interventionnisme de l'Occident. D'un autre côté, vous avez aussi, enfin, un peu du même côté, un peu plus extrême que ça, des chercheurs en sciences politiques ont publié une tribune hier dans Le Monde pour appeler au dialogue avec les talibans en disant qu'au fond, par la diplomatie, ils ont tellement besoin de l'Occident en termes financiers que c'est le moment d'essayer d'aller négocier des droits pour les femmes avec eux. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de dire aujourd'hui à nos gouvernants?
Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est en train de nous berner totalement et chacun ressort et se donne une existence. Monsieur Védrine, c'était celui qui avait interdit à Monsieur Chirac de recevoir Massoud en 2001. Donc, c'était sur ses conseils. Je ne suis pas là pour dénoncer personne, mais j'étais là toutes ces années-là. J'ai existé, j'étais là et j'ai participé à toutes ces réunions et à toutes ces rencontres. Massoud, on l'a fait venir, j'ai participé à sa venue et je m'en suis beaucoup voulu parce que quand il a été assassiné quelques mois après. Donc le fils de Massoud qui est venu à Paris il y a quelques temps, à part le folklore, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait prendre en photo avec lui partout et on s'est baladé avec son chapeau, le chapeau de Massoud. C'était il y a quelques mois. On a fait quoi? La ville de Paris qui l'a reçu, qui a fait une place Massoud que je trouve formidable. Et moi-même, je vais aller me faire prendre en photo avec la petite place de Massoud. Mais c'est quoi l'agenda politique? À part faire du folklore avec des pays comme l'Afghanistan, on fait quoi? C'est quoi la vraie réalité, la vraie implication? On était là. La France, en 2001, s'est proposée avec l'Allemagne de financer et de former une police digne de ce nom en Afghanistan. Nous sommes en 2021. Elle est où cette police afghane face aux talibans? Tout le monde, ils ont tous promis, et donc aujourd'hui, tous ces gens qui ressortent et ça, avec l'Afghanistan et qui reprennent un peu une page dans les médias, à part que tout ça, ça m'écoeure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je refuse de faire comme tous les soi-disant experts, comme je l'écrivais il y a 5 ans, comme je l'avais dit il y a 10 ans, comme je l'avais dit depuis 20 ans, 25 ans. Moi, je n'ai pas arrêté, vous le savez bien, les journalistes, puisque vous m'avez soutenu, et beaucoup de femmes journalistes en France et m'ont soutenu depuis toujours. Vous êtes venus sur le terrain, vous avez vu nos actions, et je suis l'exemple vivant de la Française qui, en même temps, comme a dit, voilà, monsieur de Bézieux, je manie bien la langue française en plus, donc j'ai pu avoir voilà, des discussions avec tous les dirigeants et tous pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas se permettre. Le fils de Massoud est venu en France en disant on a besoin de la France pour continuer dans notre combat. Alors moi, ça me fait mal au cœur parce que je l'ai connu, il avait 5 ans, et le voir aujourd'hui, parce qu'on n'a plus personne et que c'est lui qui prend un peu le leadership, je me dis, le pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver dans quelques semaines, dans quelques mois? Est-ce que, voilà, je pense plutôt à sa maman, mais je trouve que cette fois-ci, on peut dire tout ce qu'on veut. J'étais la première à dénoncer le gouvernement afghan, à le quitter, à dénoncer la corruption. Mais nous avons un devoir de mémoire et historique, tous les pays européens, on a promis à ce peuple, pour combattre les terroristes internationaux en 2001, on a promis à ce peuple de l'en sortir économiquement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et arrêtons de faire du simpliste. Il n'y a pas que les talibans en Afghanistan. Vous avez le Daesh, vous avez l'État islamique, qu'est-ce qu'on croit? Tous ceux qui sont ici, vous savez très bien, on ne peut pas les supprimer d'un coup. Les Libyens se retrouvent au fin fond de la vallée du Panchir, il y a les Syriens, il y a les Tchétchènes, les filles qui se sont fait enlever la semaine dernière dans la province de Khost, au-delà de 10 ans, on venait dans les maisons pour enlever les filles. La mienne a 11 ans, donc ça, voilà, on est tous concernés. Et on les entendait, ces mamans hurler, ces papas hurler. Toutes ces petites filles qui ont été enlevées, c'était par des combattants qui ne parlaient même pas les 2 langues officielles de l'Afghanistan. C'était toutes les nationalités. Et malheureusement, et en même temps, ça nous change pas grand-chose. Malheureusement pour nous, en tout cas, dans la petite ONG, pour moi, pour les membres, c'est que maintenant, nous vivons tout ça avec elles en direct. Nous avons des WhatsApp qui nous font vivre en direct tout ce qu'elles vivent. Donc c'est ça qui change aujourd'hui aussi, le modernisme. Mais on ne peut pas les abandonner. Cette fois-ci, on sait, on a tous une conscience, nous savons que nous laissons ce pays entre les mains des plus radicaux, des terroristes internationaux. Mais je finis juste ma phrase parce que peut-être que jusqu'à là, ça peut ne pas nous concerner. C'est pas grave, c'est les Afghans, ça nous arrange bien, c'est une crise afghano-afghane. Mais demain, ce pays se transformera en laboratoire de fabrication de terroristes du monde entier. Tout le monde va se retrouver là-bas. N'oublions pas que les 2 qui ont assassiné Massoud, ils avaient des passeports belges, venaient de Molenbeek. Il y a toutes nos banlieues partout, on ne sait pas gérer, vont se retrouver en Afghanistan pour revenir ici. Ça nous concernera aussi dans nos grandes villes ici. Et c'est ce que disait Massoud le 5 avril 2001. Merci beaucoup, Chekeba. Merci.
Alors, vous restez avec nous chez Keba. Vous avez aussi d'autres choses à nous dire sur d'autres femmes dans le monde et sur d'autres violences faites aux femmes, puisque vous êtes aussi engagée aux côtés d'organisations qui luttent contre le viol comme arme de guerre. C'est un sujet qu'on va essayer de traiter avec le peu de temps qui nous reste. Je voudrais d'abord me tourner vers vous, Rachel Kahn. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc scénariste, actrice, auteure, mais vous êtes aussi juriste. Et vous connaissez un peu le droit international. Je voudrais que vous nous parliez, après l'intervention de Shekeba, brièvement, juste pour éclairer l'auditoire, de ce droit d'ingérence qui est très critiqué en ce moment, à la suite du retrait des troupes américaines d'Afghanistan et ce qui se passe. Donc, au fond, tout le monde dit, ce droit d'ingérence, finalement, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez sur le plan juridique ? Ouais. Déjà, merci de cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et merci beaucoup pour ce témoignage. Parfois, on partage des cadeaux et puis parfois, il faut savoir partager des choses qui sont moins simples de ce que nos humanités peuvent faire. Et en fait, par rapport à la question, je vais essayer d'être synthétique, c'est que j'ai eu la chance en fait d'étudier en droit international avec Mario Bettati, qui avait en fait imaginé ce droit d'ingérence dans les années 80, suite à la guerre qui se déroulait au Biafra. Mais je vais reprendre en fait l'essence même pour être vraiment en écho avec vous. C'est-à-dire qu'en droit international, il existe des droits impératifs. Notre universalité n'est pas une opinion. L'universalisme n'est pas une opinion. C'est un état de fait. Vous parlez WhatsApp, vous parlez des réseaux sociaux. Dans ce contexte du Covid, où nous sommes à l'heure de Wuhan, où nous sommes à l'heure sud-africaine, du variant indien, nous sommes l'universalité déjà. Et en droit international, il y a ce droit impératif. C'est-à-dire, c'est un droit, je vais essayer de pas d'être trop technicienne, un droit erga omnes et des droits hétéronomes, c'est-à-dire qui s'imposent dans tous les pays du monde, quelle que soit la population, et qui donc déclenche ce droit d'ingérence. La Cour internationale de justice a défini la torture, les génocides, les traitements inhumains et dégradants comme étant les droits sur lesquels il faut se battre partout dans le monde. Et en fait, c'est par rapport à cela, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui masquent le débat et on ne revient pas aux fondamentaux du droit, où là, ce sont des siècles et des siècles, en fait, de réflexions qui sont à la fois juridiques, mais aussi théologiques, sur comment nos humanités arrivent à progresser et comment nos humanités arrivent à se réparer. On a quand même vécu, ou en tout cas, on a appris dans l'histoire ce que l'homme était capable de faire à l'homme ou à la femme. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Donc on a des outils juridiques. On a des outils juridiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ces droits impératifs à travers le monde, il y a ce droit d'ingérence qui est déclenché, voire même un devoir d'ingérence. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que le combat, on se cache derrière ces histoires de droit d'asile, on se cache derrière toutes sortes de choses, alors qu'à quelques kilomètres de chez nous, se passent des choses. Et qu'on puisse pouvoir dormir sur nos deux oreilles dans ce contexte-là est juste insupportable. Merci beaucoup Rachel Kahn pour cet éclairage. Je vous redonnerai la parole un peu plus tard. Je voudrais maintenant Audrey Cherkov. Donc je m'adresse à vous maintenant, Audrey Cherkov. Vous venez de prendre la direction générale du Women's Forum. Vous êtes également présidente de l'Institut d'économie positive fondé par Jacques Attali. Donc autrement dit, vous militez à la fois pour les femmes et puis pour les générations futures. Bravo. Et aussi, bienvenue à vous. Le Women's Forum, traditionnellement, s'occupe surtout de l'émancipation des femmes par le travail, par l'indépendance économique. Le thème de notre table ronde, ça concerne aussi le thème de notre table ronde, mais je voudrais aussi balayer certains droits avant le droit au travail, qui sont le droit tout simplement d'aller et venir. On voit bien en Afghanistan que ça n'existe plus, enfin c'est sur le point de plus exister. En Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent pas sortir sans un chaperon masculin, en général de la même famille. Elles ne peuvent même pas aller chez le médecin sans être accompagnées. En Iran, c'est pas tellement mieux, puisque
On a beaucoup de militantes anti-voile qui sont incarcérées. Je pense à l'avocate Nasrin Sotoudeh. Enfin bref, il y a beaucoup de limitations à la liberté d'aller et venir des femmes dans le monde encore aujourd'hui. Est-ce que le Women's Forum va s'occuper de ces sujets-là maintenant que vous en prenez la direction générale? Alors, la réponse est oui, évidemment, parce que quand on est à la tête d'une organisation comme le Women's Forum aujourd'hui en 2021, qui est mondialement connu et reconnu pour ses travaux, on a évidemment une énorme responsabilité. Et je voudrais dire, pour commencer, que j'ai rencontré Shekeba il y a plusieurs années, et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit quelque chose qui est resté. Elle m'a dit « Mon combat, c'est ma vie ». Et c'est vrai que tous les trois, avec Maxime et Rachel, on est évidemment très engagés. Mais quand on est face à des engagements qui mettent en péril notre vie ou qui font qu'on va sauver d'autres vies au sens littéral du terme, évidemment, ça nous engage à aller encore plus loin. Donc, évidemment, bravo. Et je m'engage aujourd'hui officiellement, puisque c'est ma première prise de parole officielle, mais je l'ai déjà dit à Shekeba, le Women's Forum s'engage aux côtés de Afghanistan Libre à lever des fonds et à passer les messages au plus haut niveau. Alors, vous avez raison de le mentionner, Anne-Cécile. C'est vrai que le Women's Forum a embrassé la cause des femmes, je dirais, à un niveau politico-économique jamais atteint, ce qui était absolument essentiel parce qu'on a fêté nos 16 ans cette année. Et évidemment, il y a 16 ans, la cause de la femme, notamment sur des aspects un peu plus économiques, elle était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui. Et en même temps, force est de constater, Simone de Beauvoir le disait si bien, il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que l'ensemble des droits des femmes soit remis en question. Et évidemment, aujourd'hui, on y est. Et donc le Women's Forum va consolider et va continuer à faire ce qu'il a fait de très bien, parce qu'en même temps, si on n'implique pas les décideurs économiques et les décideurs politiques, eh ben, on change en réalité pas grand-chose. Donc on va continuer à faire ça, on va continuer notamment à travailler avec des organisations internationales comme le G7 et le G20, et l'Italie vient d'annoncer justement dans le cadre de son plan de relance qu'elle s'est inspirée de nos travaux, puisque maintenant l'ensemble des financements dans le cadre des appels d'offres de ce plan de relance-là seront conditionnés à des politiques d'égalité hommes-femmes. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Quand on sait qu'en France, dans un pays comme la France, le mot « femme » n'était pas mentionné du tout dans les textes du premier plan de relance, c'est complètement hallucinant. Quand on sait aussi que les 35 milliards qui sont dédiés au plan de relance sectoriel ne concernent que 7 milliards qui sont en lien avec des activités qui sont occupées par des femmes, on a un vrai souci aujourd'hui. Donc ça, évidemment, il faut continuer à le faire, mais on va s'ouvrir à des sujets beaucoup plus sociaux et sociétaux, parce qu'on ne peut pas continuer à se concentrer sur la partie... Dans les sujets sociétaux, il y a la question de l'accès à la contraception et à l'IVG, qui n'est pas du tout généralisée dans le monde. C'est loin, on en est loin. Un récent rapport de l'ONU établit que dans 57 pays dans le monde, une majorité de femmes est privée tout simplement du droit de disposer de son corps, qu'elles subissent des stérilisations forcées, des mutilations génitales, des tests de virginité, enfin voilà, des choses très agréables, n'est-ce pas? Enfin, c'est épouvantable, ça fait froid dans le dos. Shekeba, Hachemi, à travers vos actions qui promeuvent l'éducation, est-ce que vous vous occupez d'accès à la contraception, déjà, très simplement? La toute première fois que j'ai rencontré le commandant Massoud, c'était en 99. Je venais de créer l'association Afghanistan Libre en 96, et je voulais savoir qui on aidait, qui était ce commandant dans cette vallée, etc. Un peu toujours, même très jeune, un peu l'empêcheuse de tourner en rond. Et au lieu de m'arrêter à Douchambé, au Tadjikistan, où il y avait une conférence de femmes, j'ai persuadé les hommes de Massoud de prendre l'hélicoptère, qu'on appelait à l'époque le cercueil volant, qui partait de Tadjikistan et qui arrivait dans cette petite vallée du Panjshir, qui était la seule vallée libre. Et là, je me suis prise pendant une semaine à aider toutes les femmes déplacées, réfugiées, qui venaient de toutes les zones des talibans. C'est ce qu'on essaye de faire avec Afghanistan Libre aujourd'hui à Kaboul. Et là, je me suis retrouvée à donner un coup de main parce que vous n'avez pas le choix. Et puis, au bout de 6 jours, je rencontre enfin ce commandant Massoud. Et là, cette phrase que j'oublierai jamais, il m'avait dit, tu ne trouves pas ça dommage qu'il y ait des Allemandes, des Françaises qui viennent ici aider les Afghanes, alors que dans la diaspora afghane, on a assez de femmes afghanes qui peuvent venir aider, etc. Donc ça, c'est déjà une phrase, quand vous rentrez à Paris, à la Défense, dans votre bureau, jeune cadre dynamique, je pense que ça ne le fait pas, donc on change. Et il m'avait promis
Et il a fait devant les gens, devant les mollahs du village, tu construis une école, tu apportes l'argent, je mets 50%, c'est-à-dire le terrain pour les filles. Et j'espère bien que dedans, tu vas mettre des dispensaires pour parler des naissances. Et moi, en face de moi, je m'attendais à un commandant de guerre qui me parle d'offensive, défensive, et il me parle de l'école, d'éducation et des dispensaires. Il y avait un mollah, il avait 4 filles. Il avait 4 filles quand même. Il y avait un mollah à côté, toujours. Et lui, il a sorti cette phrase que, bien sûr, j'ai utilisée pendant 25 ans en Afghanistan, dans tous les villages les plus reculés, qui m'avait dit, d'après telle sourate, faire des enfants aujourd'hui, c'est un péché, parce qu'on ne peut pas subvenir à leurs besoins, et on sait qu'il y en a 1 sur 2 qui meurt, on sait qu'il y a la guerre, et on sait que... Voilà. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a mis en place, nous, dans le cadre de toute petite ONG Afghanistan Libre, des centres d'éducation à la santé, pour justement parler de ce sujet, et on peut le faire, enfin on l'a fait jusqu'au 11 août en tout cas. Et manifestement ça a produit beaucoup d'effets, puisque le taux de fécondité des femmes afghanes, pendant ces 20 ans où soi-disant il ne s'est rien passé pour les femmes afghanes, enfin les gens qui sont pour le retrait total et l'abandon de l'Afghanistan à son sort, nous disent ça, le taux de fécondité il est passé de 7 enfants et demi à 4,5 en 20 ans. Oui, ce sont des vrais chiffres. Les femmes ont quand même 20 ans de cette ouverture-là, et voilà, et ça fait partie des chiffres qu'aujourd'hui on dit qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces femmes qui ont vu tout ça. Alors je voudrais qu'on passe aux violences sexuelles. Vous luttez contre le fléau des viols comme arme de guerre. Les spécialistes parlent d'une arme qui est sans frontières ni religion, qui ne coûte rien, qui détruit tout. On pense bien sûr à la Bosnie, la RDC, la Centrafrique, la Birmanie avec les Rohingyas. Et le gynécologue que vous connaissez, prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui répare les victimes, a déclaré récemment que le viol s'était diffusé dans ces pays-là et aussi dans nos sociétés comme une métastase. Comment la communauté internationale, je pose peut-être la question aussi à Rachel Kahn, peut agir concrètement ? Oui, c'est-à-dire que plus largement, la métastase, c'est le terrorisme. C'est-à-dire que moi, j'ai vu depuis 20 ans aussi, puisque j'ai mes attaches notamment dans le Sahel, ce qui peut se passer avec Boko Haram au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso. Et petit à petit, comme ça, les questions du viol, de l'enlèvement des jeunes filles, puis du viol, est une véritable arme de guerre. Et ce qui est demandé en fait par le professeur, c'est que le viol soit inscrit dans les conventions du droit de la guerre. Mais excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste du droit international, mais ce n'est pas déjà le cas ? Ben non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est vraiment les questions désarmées, et je pense par exemple aux mines antipersonnelles, à l'utilisation de la bombe H, etc. Mais l'utilisation du viol comme arme de guerre, il faut impérativement que les États puissent les inscrire dans les conventions qui régissent la guerre. Pour en fait, c'est ce qu'on appelle en droit la guerre juste. C'est pour cela qu'il avait demandé, et d'ailleurs il y a 2 ans ici a été reçue la grande duchesse de Luxembourg qui se bat pour le viol comme arme de guerre, que vous avez invité ici pour justement impliquer les entreprises dans ce sujet, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. On va parler de ça, bien sûr. Et le forum que j'ai organisé avec elle au Luxembourg, qui s'appelle Stand Speak Rise Up aujourd'hui, qui est une ONG qui aide toutes les survivantes à travers le monde. Détrompons-nous, il n'y a pas que des Africaines. Nous avons fait venir une cinquantaine. En Bosnie, il y a les Ukrainiennes, il y a les Yougoslaves. Enfin, on a fait venir 50 survivantes à travers le monde pour venir justement dénoncer lors de ce forum. Et il y a toutes les nationalités, comme vous disiez, c'est à nos portes tout ça. Et Denis Mukwege, on est des combattants de 25 ans tous les deux, et qui, le pauvre, au milieu de tout ce qu'il vit à Ponzi aujourd'hui, il continue à m'appeler pour penser aux Afghanes, tellement on voit qu'on a l'universalité, malheureusement, aussi des causes terribles. Et ben lui, il a demandé ça ici à Paris, justement, pour qu'on puisse faire cette convention. Absolument. Et alors d'ailleurs, Denis Mukwege, il prône, pour lutter contre les violences sexuelles dans le monde, je me tourne vers vous, Maxime Rezniewski. Vous êtes donc avocat, mais vous êtes aussi journaliste, vous êtes un producteur, vous êtes un homme profondément féministe, c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous. Et vous avez créé une société qui sensibilise les hommes justement à tous ces sujets. Mais Denis Mukwege, il nous dit qu'il faut prendre ça à l'éducation, et il prône une éducation
à la masculinité positive. La masculinité positive, voilà. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voudrais dire que c'est pas facile de parler après le témoignage de Chekeba. Je vais m'y employer, mais je voulais juste m'incliner devant son témoignage, surtout compte tenu de ce que nous vivons en ce moment. Je vais quand même vous dire quelques mots. Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Évidemment, l'éducation est aujourd'hui le pilier pour changer les choses. J'ai coutume de dire qu'il y a 3 lieux d'intervention pour changer vraiment les choses. Si vraiment on veut que demain l'égalité entre les femmes et les hommes se fasse, mais concrètement, il y a la culture. En tant que producteur, je m'y attaque depuis quelques temps. Il y a évidemment le monde de l'entreprise. On va peut-être y revenir tout à l'heure si on a encore un tout petit peu de temps. Et l'éducation. Combien d'enfants en France connaissent Malala Yousafzai? Combien d'enfants français connaissent cette femme pakistanaise que les talibans ont essayé de faire taire en lui tirant dans la tête, ils n'y sont pas parvenus, qui crie sa rage de voir les enfants, et plutôt les petites filles, scolarisées? Combien d'enfants connaissent cette femme? On parle souvent, vous savez, d'égalité entre les femmes et les hommes dès l'école de manière un peu polémique. Ça me rend triste parce que, au final, il n'y a aucune idéologie à faire passer. Il n'y a aucune théorie du genre. Vous savez, depuis très longtemps, on parle de cette théorie du genre que j'assimile un peu au monstre du Loch Ness. Vous savez, tout le monde en entend parler, mais personne ne sait exactement ce que c'est. La théorie du genre, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il s'agit d'éduquer nos petits garçons et nos petites filles. Pourquoi? À l'égalité, à des rapports égalitaires. À l'égalité, et parce que la répression, ça ne fait pas tout. Moi, j'ai fait partie d'une équipe au ministère des Droits des Femmes qui a infligé les premières sanctions pour les entreprises qui ne respectaient pas l'égalité. Et les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui nous ont dit « Mais pourquoi vous faites la politique du bâton ?» Mais c'est parce qu'on n'a pas agi suffisamment en amont. C'est la prévention qui va changer les choses. Alors pourquoi l'égalité dès l'école? Non pas, donc, comme je disais, pour transmettre une quelconque idéologie, mais parce que pour prévenir les violences faites aux femmes. Anne-Cécile, vous parliez de violences faites aux femmes. Il faut d'abord s'attaquer à la racine et apprendre le respect entre les filles et les garçons. C'est en apprenant ce respect dès l'école qu'on va évidemment prévenir les violences des années plus tard. Mais on va aussi, en parlant par exemple de carrière qui serait soi-disant plus féminine ou plus masculine, on va exploser ce plafond de verre, on va exploser l'autocensure des garçons et des petites filles dès l'école en leur disant non, et surtout des petites filles, mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup aujourd'hui d'emplois qui sont d'ailleurs dévalorisés, qui sont sous-payés parce que ce sont des emplois dits de femmes. Et ces emplois peinent à recruter dans des milieux masculins parce qu'il y a cette autocensure, par exemple dans le milieu du care, du soin, de l'enseignement. Donc il y a également d'autocensure chez les petits garçons. Donc il faut agir sur l'éducation dès l'école pour prévenir et plutôt pour accélérer. Moi je le vois comme quelque chose de positif, plutôt comme quelque chose de réjouissant, de parler d'égalité pour prévenir les violences, pour permettre aussi l'éveil des carrières. Et un dernier mot juste pour dire, parce que c'est d'actualité, l'UNICEF estime qu'il y a plus de 11 millions de petites filles qui sont privées d'école depuis le début de la pandémie du Covid, depuis le pré-primaire jusqu'au secondaire. Donc imaginez, nous ici, on a la chance de pouvoir scolariser nos enfants. Donc au nom justement de cette chance-là, sensibilisons-les à l'égalité et parlons-leur de Malala. Bravo. Je voudrais qu'on s'attache maintenant au rôle de l'entreprise dans ce sujet de l'émancipation des femmes. Est-ce que, selon vous, là je vous interroge tous les quatre, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise, des entreprises, de se mêler, par exemple, de ces sujets, et notamment des violences faites aux femmes, et de la prévention contre ces violences et tout ça? Alors, je vais commencer. L'entreprise, c'est la vie. Quasiment la totalité des personnes ici dédie une très grande partie de sa vie à son travail. Et les entreprises sont à la tête de leviers extraordinaires et ultra puissants pour évidemment impliquer un réel changement. Et quand on prend par exemple cet exemple qui était absolument essentiel et qui est arrivé très tardivement, mais qui enfin est là, l'allongement du congé paternité. Donc ça y est, on y est enfin, parce que quand on sait que les racines vraiment de ces inégalités, elles arrivent dans les premières semaines de l'enfant, et puis après, évidemment, ça implique des stéréotypes sur les recrutements, parce que c'est la clé des inégalités professionnelles. D'embaucher des jeunes femmes qui vont éventuellement tomber enceintes ensuite. Alors, la Suède, parce que c'est aussi important de s'inspirer des bonnes pratiques à l'international, la Suède donne 480 jours à se répartir entre le père
père et la mère, de manière équitable ou pas, c'est au choix des parents. Donc ils ont une vraie longueur d'avance. Et on voit d'ailleurs que ça se traduit ensuite sur les trajectoires des femmes qui sont quasiment équivalentes à celles des hommes. Et je tiens à saluer par exemple Kering, parce que Kering donne à ses 30 000 salariés 14 semaines, enfin à ses salariés hommes, au papa 14 semaines de congés payés à 100%. Donc oui, les entreprises ont un rôle à jouer et on compte sur vous. Alors, moi j'aimerais, chez Keba, que vous nous disiez ce que peuvent faire les entreprises aujourd'hui pour les femmes afghanes. Alors moi, comme je cumule un peu les mandats dans toutes les mauvaises causes de la planète, il se trouve que je fais partie de pas mal de fondations, de conseils d'administration des fondations. Premièrement, ce qu'on sous-estime totalement, c'est à quel point la jeune génération employée dans les entreprises sont fiers de voir leur entreprise impliquée dans les causes, les vraies, que ce soit la défense des femmes, que ce soit l'éducation des petites filles en Afghanistan, que ce soit le viol comme arme de guerre, et je le vois et je le pratique. À quel point ces salariés ont soif d'appartenance à une entreprise qui a des valeurs. Donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, je suis un peu moins optimiste que Audrey. Ça fait 25 ans que nous essayons de toucher les fondations des grandes entreprises françaises pour aider à l'éducation des filles. Et sans les nommer, je peux vous dire que plusieurs fois, on m'a dit on ne peut pas parce que l'Afghanistan n'est pas dans le tableau des ventes de nos marques. Donc, quand on se prétend être des grands groupes français... Et des grands groupes qui, par ailleurs, se proclament en faveur de l'égalité homme-femme. Bien sûr, mais quand vous êtes une fondation, par exemple, je ne sais pas, Fondation Chanel ou Kering, et qu'en même temps vous êtes membre de l'ONU Femmes, et que l'ONU Femmes vous sort un tableau chaque année en disant là où il fait le moins bon vivre, c'est l'Afghanistan pour les femmes, comment vous pouvez, avec ces casquettes-là, gérer ces informations que vous recevez et au moment de distribuer, ne pas dire que l'Afghanistan, c'est aussi une priorité? Donc là, vous parlez un petit peu de... Je voulais en parler justement, il nous reste quelques minutes, du woman washing finalement, parce que certaines entreprises se disent et font des programmes finalement pour promouvoir l'égalité femmes-hommes, mais vous refusent de l'argent parce que elles ne vendent pas les produits en Afghanistan, par exemple. Écoutez, moi il y a 10 ans, j'étais voir une fondation qui s'appelle la Fondation Engie, et ma première phrase c'était « Je sais que nous n'avons pas Engie en Afghanistan, mais vous faites des panneaux solaires, ça m'intéresse pour des cours, pour monter des classes digitales. » J'ai réussi à les convaincre, c'était les seuls. J'ai eu beaucoup de mal, mais maintenant, quand on me sollicite pour faire partie des fondations d'entreprises comme administratrice, je vois bien à quel point les gens dans ces entreprises ont besoin que son entreprise soit impliquée. Il y a plein d'entreprises, vous savez très bien, les salariés ne sont même pas au courant de ce que font leurs fondations, des grands groupes. Et là, il y a quelque chose à faire. Et donc là, vous avez besoin d'argent, là, concrètement, pour les femmes afghanes. Nous, on a besoin c'est très simple. Aujourd'hui, nous essayons, et c'est trop tard, je pense, demain, après-demain, c'est trop tard. Nous avons essayé, nous nous sommes concentrés pour sortir un maximum de jeunes filles ou jeunes femmes qui risquaient dans les avions en France. Nous n'avons pas pu. La France a rapatrié quelques milliers de personnes, mais il n'y avait pas toutes ces jeunes femmes de nos ONG. Je représente un collectif de 10 ONG françaises qui avons nos membres là-bas et ils n'y sont pas. Donc j'ai interpellé les ministres, etc. Ils le savent. Donc ça va s'arrêter, donc ça nous fend le cœur plus que vous l'imaginez. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? C'est que toutes ces femmes salariées de nos ONG, c'est par exemple, nous, Afghanistan Libre, on a des milliers de femmes qui ne vivent qu'avec ce salaire. Demain, il n'y a plus rien. Les chiffres dans le monde, je lisais avant-hier qu'il y a seulement 10% de demandeurs d'asile afghans en France qui sont des femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Qu'il y a plus de 70-80% de foyers afghans aujourd'hui dont le chef de famille est une femme qui ne peut pas sortir de chez elle et qui ne peut pas travailler. Donc, qu'est-ce que nous faisons à notre petite échelle? C'est comment assurer des salaires à tous nos salariés jusqu'à ce qu'on puisse, même si elles ne continuent pas, même si le 14 et le 15 août, nous avons fermé nos écoles, comment continuer à les payer? Et une fois que nos salariés sont un peu en sécurité et qu'ils ont compris qu'ils ne seront pas dans ces avions français et qu'elles ne seront pas sauvées, leur donner assez de force pour venir en aide aux 500 000 déplacés, réfugiés, femmes et petites filles et enfants dans Kaboul qui manquent d'eau, qui manquent de sanitaire. Et ça, c'est dans un deuxième temps, une fois qu'on a réussi à donner un tout peu plus d'énergie à ces salariés qui aujourd'hui ne pensent qu'à survivre. J'espère que les entreprises qui sont là vous ont sûrement entendu. J'aimerais, Rachel Kahn, dimanche dernier dans le JDD, vous avez écrit une tribune dans laquelle vous avez écrit qu'on tuait à Kaboul et que les néo-féministes se taisaient.
je ne suis pas sûre que tout le monde ici mesure en fait ce débat, enfin comprenne les tenants et les aboutissants de ce débat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en 2 mots ce que vous... Oui, c'est-à-dire que c'est en résonance à ce qui a été dit en fait. C'est que là où j'ai un vrai sujet, c'est sur nos droits fondamentaux. C'est-à-dire que les droits fondamentaux nous concernent tous. Et lorsqu'on parle, par exemple, de l'entreprise, et lorsque les droits fondamentaux sont entachés, cela nous concerne toutes et tous à travers le monde. Et être féministe, c'est un humaniste, et donc c'est un universaliste. Mais être féministe, ce n'est pas un relativisme culturel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le viol, partout à travers le monde, il doit être combattu. Et en fait, ce que je n'entendais pas, je n'entends plus le mot charia. Je n'entends pas le mot charia. Et c'est ça qui me pose un problème lorsque l'on est féministe. Et donc, vous pensez qu'en fait, c'est très dommage que tous ces féminismes ne s'allient pas pour lutter C'est-à-dire dans le fond, très concrètement, dans le fond, sur le terrain, c'est-à-dire que après, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le droit d'asile, effectivement, d'accueillir le plus de personnes possibles qui sont mises en danger aujourd'hui, mais c'est un peu comme si, voilà, vous avez de la température, et je vous dis, vous avez de la température, prenez un bain, ça va descendre. 3 heures plus tard, vous avez encore de la fièvre. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, regarder cette réalité en face. Et ce féminisme ne peut pas être à géométrie variable. Nous avons un problème en Afghanistan, nous avons des problèmes partout au sein de cette planète Terre. Et nous sommes en 2021 et nous sommes capables, en fait, de regarder ces problématiques en face en allant à la source des choses. Pour qu'on comprenne bien, les néo-féministes dont vous dénoncez le silence, là, pourquoi elles ne peuvent pas être solidaires des femmes afghanes? Moi, je ne comprends pas. Juste expliquez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une solidarité en demi-teinte, puisqu'il y a eu une tribune qui a été faite, etc. Mais moi, je m'attache plus, en fait, au fond des choses pour pouvoir toujours trouver une solution qui soit pérenne, une solution sur le long terme. C'est-à-dire que il y a 20 ans qui se sont passés. On ne va pas recommencer tous les 20 ans quelque chose. Et par ailleurs, on connaît assez bien nos humanités dans ce qu'elles sont capables de faire. Comment régler cette situation une bonne fois pour toutes. Donc c'est un appel à l'universalisme que vous faites. C'est un appel à l'universalisme. C'est-à-dire que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'universalisme, on l'accepte lorsque le monde entier va boire du Coca-Cola et des Nike, etc. Et je ne comprends pas comment on ne l'accepterait pas par rapport à ce qui est fait à ces femmes à travers le monde. C'est ça que j'interroge. Moi, je pense que nous avons un gros problème, et encore une fois, on va encore me dire que je dis toujours tout ce que je pense, et même dans des tribunes comme ça. Nous avons un gros problème de nos institutions. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer? Moi, quand j'étais conseillère du président à Kaboul, je voyais à la fois les demandes de l'ONU Femmes qui demandaient les cotisations de mon gouvernement, donc du président Karzai, le même qui était au Parlement et qui faisait passer des lois contre les femmes. Donc moi, en fait, aujourd'hui, le problème, je pense que c'est un problème des institutions qui sont obsolètes. On a mis des choses en place après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, tout ceci est obsolète. Qu'est-ce que peut faire ONU Femmes aujourd'hui, par exemple, pour les femmes afghanes ou ailleurs? Et il faudrait revoir, et c'est à l'entreprise aussi de jouer son rôle. Je pense que nous sommes dans une ère où il faut tout revoir. Même l'Europe, je suis en train de voir, je suis écœurée, je pleure quand j'appelle un des contacts d'un pays européen en demandant qu'il y ait un ressortissant de l'autre pays qui dit non, je suis désolée, je ne peux pas le dire, elle ne peut pas le prendre, c'est l'Europe. Moi, je suis une fervente européenne, mais tout ceci, toutes ces institutions, je parle plutôt aux Nations Unies, ça sert à quoi? Est-ce que vous avez vu les déclarations de M. Guterres, que je connais tous ces gens personnellement? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui sur les femmes afghanes? On attend, on va voir. Moi, j'ai eu des gens haut placés dans ces Nations Unies au téléphone qui disaient qu'ils étaient en vacances, qu'on ne pouvait pas les déranger en week-end le 15 août. Et donc, et ça nous coûte combien tout cet argent-là? Tout ça, c'est nous, c'est les contribuables quand même. Reprenant pour moi, je pense que c'est intéressant de parler quand même de toutes ces institutions. À quoi elles servent aujourd'hui, concrètement? C'est-à-dire que c'est pour moi, effectivement, la conjugaison... Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé là. Merci à vous 4. On aurait pu vous donner encore 1 heure, 2 heures même, parce que ce n'est pas en 1 heure qu'on va régler ça. Mais merci infiniment. Et bravo pour vos interventions, vos témoignages. Et Shekeba est donné à Afghanistan Libre.
Merci mesdames, merci monsieur. Chekeba, permettez-moi un instant. Vous le verrez dans ces applaudissements, dans ces gens debout, il y a beaucoup d'admiration et puis il y a cette impuissance que l'on ressent tous. On est chef d'entreprise, on est dans des réseaux et aujourd'hui on se sent tellement impuissant alors qu'on pense avoir les clés de beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous regarde, je vous écoute, on est quelques centaines, on représente tous des milliers de gens dans nos réseaux. Concrètement, je fais quoi? Hormis vous applaudir qu'il y a quelque chose d'important, mais ça ne suffit pas, je fais quoi? Concrètement, je considère que je ne suis pas impuissant. Ça, c'est un mot qui non. Personne n'est impuissant, on a tous quelque chose et on sait tous ce qu'il faut faire, que ce soit à travers les dons, parler, continuer, ne pas fermer les yeux ce qui se passe en bas de chez nous et à l'autre côté de la planète, parce que on est tous là ici pour comprendre une chose, c'est que la mondialisation existe. Malheureusement, le Covid nous a montré que oui, tout est mondialisé. Et c'est pareil pour la souffrance à l'autre bout de la Terre. Si pour tous les hommes et les femmes ici présents, s'il y a un pays où elles perdent les droits les plus fondamentaux, le droit à respirer, je pense qu'aucun de nous n'est tranquille. Et l'impuissance, non, j'y crois pas. Tout le monde ici sait très bien ce qu'il a à faire. Donc on peut aller sur le site afghanistan-libre.org. Merci Chekeba. Geoffroy. Bon, c'était pas prévu, mais je crois qu'on a tous été bouleversés, émus. Hier, je vous avais dit que vous nous donneriez, mettez les larmes aux yeux, une leçon de démocratie. Je crois qu'on a tous eu une leçon de démocratie. Et donc, on va essayer. Le MEDEF, c'est pas son rôle, mais quelquefois, il faut sortir de son rôle institutionnel, de vous aider. Je sais pas encore comment, mais je suis comme vous. On n'est pas entrepreneur pour être impuissant. Donc on va essayer de mobiliser nos réseaux avec Dominique pour vous aider. Merci. Merci de votre témoignage.